Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Derrière le micro aujourd'hui, c'est Bernard et nous allons parler dans cette émission des Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, et des espoirs de paix qui sont nés actuellement dans cette péninsule asiatique. Le numéro Manière de voir du Monde diplomatique de janvier 2019 a pour titre « Corée » au pluriel, enfin la paix, point d'interrogation. Il a été coordonné par Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique, ce journal que nous apprécions beaucoup à l'Union pacifiste, et je suis donc allé le 8 avril 2019 dans les locaux du Monde diplomatique pour m'entretenir avec Martine Bullard sur ces fameux espoirs de paix en Corée. Alors, avant de parler peut-être de cette revue, Martine Bullard, on va peut-être vous présenter un petit peu aux auditrices et aux auditeurs, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste. Non, c'est une grande première. C'est une grande première pour moi. Je connaissais évidemment, puisque j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais été invité, donc je n'avais jamais répondu à vos questions. Je suis ravi de le faire. Bien, alors, je sais que vous êtes journaliste, vous avez aussi écrit des livres, donc vous êtes écrivaine, et puis j'ai vu aussi que vous étiez économiste. Alors, économiste, ça je ne sais pas du tout. Est-ce que vous êtes venu au journalisme par l'économie ? En vérité, j'ai fait mes études conjointement, c'est-à-dire que j'étais attiré par l'économie. Ça remonte, hélas, fin des années 70, début des années 80. Donc, il y avait l'idée qu'on allait changer, sinon le monde, au moins la France. Enfin, essayer un tout petit peu. Et donc, l'économie politique me paraissait être une bonne entrée. Et en même temps, j'ai fait des études à l'école de journalisme et j'avais toujours, depuis que je suis toute petite, envie d'être journaliste. Et j'ai eu la chance de pouvoir mêler mon expérience, mes études d'économiste et mes études de journalisme et d'avancer comme ça, d'abord comme journaliste économique, puis après comme dirigeante d'un magazine qui s'appelait l'Humanité Hebdo. Et puis après diverses trajectoires, je suis arrivé au monde diplomatique il y a maintenant 19 ans. Et voilà. Et je me suis occupé de l'Asie quand je suis arrivé au monde diplomatique. En vérité, de l'Asie et puis des questions sociales, en tout cas de la protection sociale, chômage, sécurité sociale, et puis contenu du travail. Voilà. Alors revenons un peu justement sur les années Humanité, parce que je sais que déjà dans l'Humanité, vous avez transformé ce journal en partie. J'ai lu une phrase que vous dites, alors je ne sais pas où je l'ai relevée, « Le lecteur aujourd'hui ne supporte plus qu'on lui dise ce qu'il faut penser, il a besoin d'éléments pour se faire sa propre opinion. » C'est tout à fait ce qui se passe avec le Monde Diplo. Et à l'époque, alors à l'Humanité, ce n'était pas tout à fait ça, l'Humanité dimanche ou l'Humanité... Oui, c'était une bataille assez difficile, je dois dire, à cette époque, à la fois enthousiasmante, parce qu'il y avait une équipe qui était à peu près sur cette longueur d'onde, je parle de l'équipe de l'Humanité Hebdo, mais il y avait les traditions, il y avait les difficultés qu'il y avait avec le Parti communiste, qui était encore à cette époque dirigé par Georges Marchais, puis après par Robert Hue. Et ça a été un petit peu compliqué de dire, on n'est pas là pour dire voilà la ligne du parti, voilà ce qu'il faut penser, mais on vous donne les éléments et le lecteur est suffisamment intelligent, le lecteur communiste, non communiste, est suffisamment intelligent pour tirer les leçons. Peut-être ce sont des leçons qu'on n'aime pas, mais le fait est que c'est à lui de penser, de réfléchir et de trouver sa trajectoire. D'autant que l'Humanité Dimanche, l'Humanité Hebdo, ça s'appelait comme ça, avait un public très large, beaucoup plus large que l'Humanité. Traditionnellement, on était, moi quand j'ai arrêté, quand le journal, je suis parti, et quelques mois plus tard, le journal a disparu, puisqu'il a fermé, on était à 90 000 exemplaires de vente chaque semaine. Ce qui était bien au-delà, bien sûr, des cadres communistes et même des militants communistes. C'était un public assez large. Et donc, il fallait transformer dans un magazine en partant de cette idée-là.
Et effectivement, il y a eu beaucoup de frictions, c'est pas... Bon, voilà. Mais c'était quand même une période enthousiasmante, je ne garde que les bons souvenirs. On va rappeler les années quand même, c'est les années 1990 à peu près 90, 98, voilà, voilà, exactement. Donc ça a été quand même une bataille à la fois politique, journalistique, assez, on va dire, on dirait rugueuse maintenant, notamment effectivement avec la direction du Parti communiste qui voyait un abandon des grands principes, qui voyait une social-démocratisation entre guillemets, qui voyait plein de choses qui n'y étaient pas, tout simplement, mais qui étaient de se dire il faut traiter l'information autrement, il faut traiter les faits autrement, il faut aborder la population de façon différente et leur donner de la nourriture et pas du prêt-à-penser. Oui, alors j'ai vu que déjà dans l'Humanité Hebdo, qui s'est appelé, que vous avez transformé en Humanité Hebdo, je crois, c'est ça. Il y avait déjà des articles que vous avez écrits qui correspondent à des choses qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai vu un article, par exemple, en 1997, de la violence sociale à la violence urbaine. On est déjà dans les gilets jaunes, là. On était en tout cas dans la révolte des banlieues, effectivement, mais c'est effectivement d'une certaine manière la même logique qui se manifestait autrement, mais de la même logique. C'est-à-dire, il y a une grande partie de la population qui est complètement oubliée, qui est hors du radar des journalistes, hors du radar politique, et qui souffrent énormément. Et alors, il y a plusieurs moyens et plusieurs façons de répondre à la souffrance, de faire face à la souffrance. Les uns, ça a été les émeutes des banlieues, de casser, de se révolter, y compris contre les institutions, les meilleures d'ailleurs, quelquefois il y a eu des destructions d'écoles, etc. Et puis, il y a une autre façon, celle qu'ont adopté les Gilets jaunes aujourd'hui, qui est de se battre pour faire avancer leurs revendications avec constance, avec une force morale, éthique, une force politique, si je puis dire, même s'ils ne se revendiquent pas de la force politique au sens classique du terme, que je trouve tout à fait admirable. Et effectivement, d'une certaine manière, ce sont les mêmes causes qui produisent des effets un peu différents, mais qui devraient aboutir à peu près la même chose, c'est-à-dire obtenir des changements, et j'espère que les Gilets jaunes obtiendront plus de changements que les jeunes de banlieue n'ont obtenu à l'époque de la révolte des banlieues, parce qu'ils ont obtenu quelques rénovations. La répression avait été faite extrêmement brutale. Là, la répression est extrêmement brutale aussi, comme rarement on a vu, presque. Enfin, je pense. Je vais le dire de façon intuitive parce que je n'ai pas travaillé sur ça, mais je dirais que la répression d'aujourd'hui est certainement plus forte que la répression des banlieues à l'époque des émeutes de banlieue. Les blessés par balle, par flashball, etc. sont nettement plus nombreux. Et puis, on a découvert quand même quelque chose qui ne se mettait pratiquement jamais en pratique au moment de la révolte des banlieues, dans les fin des années 90, début des années 2000. C'est le fait que maintenant, on peut arrêter les gens avant même qu'ils aient manifesté, sur le soupçon, sur le soupçon d'actes répréhensibles, peut-être, de la pensée qu'on pourrait avoir d'actes répréhensibles. On n'avait jamais vu ça dans un pays démocratique comme la France. Jamais. Il y a eu la répression, mais il n'y avait jamais eu des arrestations a priori. Et ça, c'est quand même quelque chose de neuf. Certes, la loi qu'a voulu faire passer M. Macron, qui donnait ce pouvoir complet aux préfets, la partie autorisant les préfets à empêcher de manifester a priori, a été évacuée de la loi par le Conseil constitutionnel, mais tout le reste est passé. Et le reste, c'est extrêmement important. Parce que même si ce sont les tribunaux, même si c'est un tribunal qui estime que vous, parce que vous promenez avec un micro et qu'au fond, vous n'avez pas l'air un peu bizarre, on va vous interdire de manifestation, c'est quand même... Alors après, vous pouvez faire appel, mais vous faites appel, ça met 3 mois avant que ça revienne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les libertés, et je pense que c'est plus fort aujourd'hui encore que ce n'était à l'époque des banlieues. Ça s'est aggravé. Alors vous aviez déjà aussi un titre d'un article que je reprends, qui est « De la République des élites à celle des citoyens ».
Alors déjà, vous aviez prévu la République des citoyens à cette époque? Hélas, je ne suis pas devin, et très honnêtement, j'aurais aimé l'être, et en tout cas, j'aurais aimé que ce soit plus efficace à ce moment-là pour qu'on soit déjà à cette République des citoyens. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire des élites de plus en plus coupées du reste de la société, des élites qui décident, de plus en plus autoritaires pour des raisons assez simples, c'est que plus les mesures détruisent le tissu social, plus les mesures sont négatives pour les salariés et pour les gens d'une façon générale, pas seulement les salariés, les petites entreprises aussi qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, les auto-entrepreneurs qu'on a inventés depuis cette période-là, qui vivent, on a réinventé les journaliers en quelque sorte, que moi j'avais connu, ma grand-mère me racontait des histoires de journaliers dans son enfance, et on revient à ce genre de système quand même quand on est auto-entrepreneur. Donc cette violence-là est de plus en plus forte, et du coup, évidemment, les pouvoirs, les gouvernements, les entreprises, pour pouvoir imposer leur vue encore plus négative pour les gens, eh bien, sont de plus en plus autoritaires. Et effectivement, on a une république des élites qui décident, qui vivent entre eux, qui décident entre eux, qui ne voient pas le reste du monde, et des salariés qui, j'espère, alors on a vu avec les assemblées des Gilets jaunes, c'est intéressant, ce qui est en embryon, pour l'instant ce n'est qu'embryonnaire, pour l'instant ça part un peu dans tous les sens, mais moi ça me gêne pas trop que ça parte dans tous les sens, parce que c'est comme ça, les périodes d'effervescence, eh bien, ça part un peu dans tous les sens, et j'espère qu'un jour on va aboutir à cette fameuse République des citoyens, qui ne veut pas dire, parce que j'entends quelquefois les gens dire, mais on a besoin d'élus. Évidemment qu'on a besoin d'élus. Moi, je suis pour une démocratie représentative, mais une démocratie représentative et une démocratie citoyenne. Les deux s'imbriquant et donnant le pouvoir au peuple, pour parler vite. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Ça sera long, évidemment, mais quand même, là, il y a un petit coin de soleil et c'est pas désagréable. C'est Cheveux du soleil, le film de Ruffin, qui est un très bon film que je conseille. J'espère qu'il aura autant de succès que Merci Patron. Alors... Et il a beaucoup de courage parce que c'est pas facile il n'est pas rentré dans le moule des députés, et tout en jouant son rôle de député, parce qu'il y avait deux risques, c'est qu'il redevienne un député comme n'importe quel autre. Bon. Il pourrait faire son boulot très bien d'ailleurs, ou au contraire ne faire que le boulot d'avant, c'est-à-dire un peu d'agite-propre. Or, il arrive à faire et agite-propre et travail de député, et je trouve ça assez remarquable. Oui, parce qu'il disait dans une interview justement que dans l'Assemblée, il avait tendance à s'endormir avec les discours qu'il entendait, alors il a besoin d'air de temps en temps, il va sur place. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Je veux du soleil. Je veux traverser des océans et devenir Monte Cristo. Au clair de lune, m'échapper la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage. Un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je veux du soleil. Après ce clin d'œil à la chanson du film de François Ruffin, nous reprenons notre entretien avec Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique. C'est un choix, le Monde Diplo. Vous connaissiez bien sûr déjà le Monde Diplo. Pourquoi vous avez choisi le Monde Diplo ? Là aussi, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur l'Humanité Hebdo, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir du temps, prendre tous les événements, pas avoir de prêt-à-penser, mais au contraire du décryptage, des articles au long cours, où on prend le temps à la fois d'apprendre, et d'aller voir, de constater sur place, et à la fois du temps pour écrire. Donc ça me convenait. Ce qui me convenait naturellement, c'est la grande tradition du Monde diplomatique, à la fois tiers-mondiste, progressiste, qui
a pour principe fondamental de défendre l'être humain, les êtres humains, dans leur diversité d'approches et de culture. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis l'équipe qui était tout à fait à cette époque, donc c'était Ignacio Ramonet, Alain Grèche, qui étaient des gens avec lesquels j'étais formidable de travailler. L'équipe actuelle aussi d'ailleurs, mais c'était donc voilà, j'ai rejoint, eux avaient besoin de quelqu'un et moi j'avais envie de travailler pour le monde diplomatique. Et je crois que les lecteurs du monde diplomatique n'oublient jamais les anciens. Vous avez cité Ignacio Ramonet, je crois qu'il a marqué, comme Julien aussi, enfin tout le monde a marqué quand même l'histoire de ce journal. Alors là, vous devenez une responsable du secteur Asie, vous m'avez dit. Alors j'ai vu aussi que dans Manière de voir, vous aviez consacré un Manière de voir à Chine, État critique, poudrière asiatique. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré sur l'Asie? Comment vous êtes retrouvé en Asie? D'abord, comme économiste, dans les années 80, fin des années 80, à l'Humanité, Hebdo avant à l'Humanité, j'avais beaucoup travaillé sur le modèle japonais. Donc qui était la grande tarte à la crème de l'époque, enfin tarte à la crème pas vraiment parce que c'est les principes de management qui ont été appliqués dans les entreprises dans des conditions extrêmement dures et naturellement pas aussi dur qu'au Japon, mais quand même très dur. Hein. C'est la production en flux tendu, c'est une augmentation de la productivité pour les travailleurs à la chaîne, etc. Donc je connaissais déjà un peu l'Asie. Voilà. Et puis ici, je devais remplacer un poste qui était laissé vacant, qui était occupé de façon comme collaborateur par Philippe Gollum, mais plutôt comme collaborateur, qui n'était pas là à plein temps parce que c'est un prof et un chercheur et qu'il avait bien l'intention de continuer son travail de chercheur. Et puis Jacques de Cornoy a été malade et puis malheureusement était mort. Donc j'ai pris la suite de Jacques de Cornoy. Et vous êtes allé en Asie. Dans quel pays alors? Beaucoup, Japon, puisque je connaissais déjà un peu, et donc j'ai poursuivi le Japon. La Chine, j'étais déjà allé une fois, mais donc j'ai développé, j'allais allé plusieurs fois maintenant, plusieurs fois de suite en Chine, assez régulièrement. J'y vais tous les 2 ans. Voilà, comme je vous disais hors micro, nous avons la chance au monde diplomatique d'avoir ce luxe de pouvoir prendre du temps de l'investigation et de pouvoir rester, ça m'est arrivé de rester 3 semaines, 1 mois en Chine pour essayer d'aller, la Chine étant un très grand pays, géographiquement je parle, historiquement aussi bien sûr, de pouvoir prendre le temps d'aller voir plusieurs régions. Je suis allé naturellement au Vietnam, je suis allé en Inde, je suis allé en Corée du Sud plusieurs fois et en Corée du Nord une fois avec beaucoup de difficultés puisqu'il faut avoir un visa. J'avais mis très 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 longtemps avant de pouvoir avoir mon premier visa. En quelle année à peu près? Vous vous souvenez de l'année? Car Corée du Nord, je suis allé il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Peu de journalistes allaient à l'époque. Il y avait relativement peu de journalistes, non, il n'y avait pas beaucoup même, j'étais une des rares. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un visa, j'allais les voir plusieurs fois, j'ai attendu 2 ans, presque 2 ans pour avoir un visa. Une fois qu'on est sur place, j'avais raconté dans le monde diplomatique quand j'avais rendu compte de ce reportage, on est accompagné d'un interprète, évidemment, et si je suis méchante, je dis commissaire politique, en tout cas, d'un représentant assez convaincu du pouvoir, et donc, au demeurant 2 hommes très intelligents, très cordiaux, très gentils, vraiment très fins, très ouverts. Ils connaissaient le monde occidental, mais quand même, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on fait pas, et j'étais très encadré. Et par exemple, je ne pouvais pas sortir toute seule. Il était impossible de sortir simplement de l'hôtel dans la rue toute seule. J'étais à chaque fois accompagné de quelqu'un. C'est qu'il voulait vous protéger.
C'est d'ailleurs ce qu'il me disait, les Coréens ne comprendraient pas, vous risquez d'être agressés. C'est effectivement ce qu'il me disait, ce qui naturellement est complètement faux, parce que les Nord-Coréens que j'ai pu rencontrer comme ça ne me semblaient pas totalement pas complètement agressifs, pas du tout même agressifs. On était même tombé en panne sur une route où on allait, j'ai traversé d'ouest en est, pardon. Et donc on est tombé en panne de la voiture, et on est tombé à l'entrée d'un village. Et là, en pleine campagne, donc il y avait les paysans, on était 6 heures du soir, les paysans rentraient avec, vous voyez, rentrer chez eux des champs, on les voyait quand même assez pauvres, fatigués, effectivement, mais tout à fait gentils, souriants, quand ils me regardaient, parce que la plupart n'osaient pas regarder. Et j'avais demandé à aller dans le village avec eux, avec mes deux anges gardiens, pour voir un peu le village, mais j'ai pas eu le droit d'y aller, alors que le village était tranquille, il n'y avait pas de risque, et les maisons que j'ai pu entrevoir avaient l'air proprettes, bien frustres évidemment, pauvres, c'est évident, mais tout à fait normal, si je puis dire, dans une campagne un peu reculée, quoi. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas de voir des choses, parce que d'une part, les gens sont quand même, ils étaient suffisamment intelligents pour savoir qu'il fallait qu'ils me montrent des choses si je voulais voir un reportage à peu près équilibré. Et puis parce que c'était déjà le début, donc c'était après l'arrivée de Kim Jong-un, l'actuel dirigeant, et c'était déjà le début d'une certaine ouverture économique, pas politique mais économique, c'est-à-dire des magasins privés très bien achalandés, des jeunes femmes dans la rue très habillées à l'occidental, moderne, avec pour certaines d'entre elles des bijoux, des choses comme ça, donc des voitures. J'avais même assisté à un embouteillage qui était quand même assez extraordinaire, mais c'était une foire commerciale internationale. Bref, c'était déjà le début de l'effervescence à Pyongyang, et dans les cités, dans les zones franches. En vérité, il m'avait donné le visa, il m'avait ouvert les portes, parce qu'il voulait relancer les zones franches et relancer l'idée d'investissement étranger en Corée du Nord, et il cherchait à ce que les Occidentaux en parlent un peu plus. Et effectivement, je suis allé voir une station de ski assez moderne, très bien, qui n'a rien à envier à nos stations de ski ici, qui était peu accessible naturellement aux Nord-Coréens, parce que c'était très, très cher pour les Nord-Coréens, mais pas cher pour les Occidentaux. Et il y avait beaucoup de touristes chinois et beaucoup de touristes russes déjà à cette époque. Oui, voilà. Donc oui, je suis allé en Corée du Nord. Et quand vous avez donc publié au retour votre reportage, comment il a été perçu en France? Parce que tout le monde avait des préjugés sur la Corée du Nord, qui d'ailleurs persiste encore un peu aujourd'hui. Oui, complètement. C'est absolument. On lit quand même des choses absolument invraisemblables. Alors, les lecteurs du Monde diplomatique n'ont pas été complètement surpris, parce que déjà, on a 2 collaborateurs sur la Corée du Nord. Patrick Morus, qui est un professeur à l'INALCO et qui est vraiment un fin connaisseur de la Corée du Nord, qui va enseigner quelques mois par an, enfin tous les 2 ans je crois, et qui vraiment avait publié déjà un reportage chez nous montrant qu'il y avait un début d'articulation entre l'économie privée et l'économie étatique, et que ça bouillonnait dans tous les sens. Et puis Philippe Ponce, qui est, d'ailleurs je recommande son livre, c'est certainement en français l'ouvrage le plus important et le plus intéressant sur la Corée du Nord, qui explique un peu la trajectoire de la Corée du Nord, et qui avait publié notamment sur les femmes coréennes, comment ça avait évolué depuis 1953, la fin de la guerre entre les 2 Corées, jusqu'à aujourd'hui, comment elles avaient évolué, pris les affaires en main, parce que le plus souvent ce sont les femmes
qui ont mis en place des petits commerces vendant des légumes pour les paysannes, essayant de se débrouiller en allant en Chine, rapportant des produits, notamment téléphone portable, télévision, etc., etc. Donc, ce sont les femmes qui ont pris en charge le petit commerce au démarrage. Maintenant, c'est à grande échelle, donc les hommes ont repris les rênes, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est souvent les femmes. Et donc Philippon nous avait fait un très bon reportage sur l'émancipation des femmes et les limites, bien sûr, en Corée du Nord. Donc nos lecteurs n'ont pas été complètement surpris par le fait qu'on décrive, une société qui bouge en étant très très prudent du point de vue politique, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête des Nord-Coréens. Bien sûr, moi, comme Philippe Pons, comme Patrick Morus, alors plus Morus et Pons qui vont très souvent, mais même moi, on peut interroger, bien sûr, moi j'étais allé dans une faculté, j'avais interrogé des jeunes, on peut aller dans une entreprise, interroger les gens, mais vous interrogez les gens avec votre interprète et votre dirigeant politique à côté, plus le dirigeant de l'entreprise ou plus le patron de la fac. Bon, sauf à être suicidaire, personne n'osera vous dire non, j'aimerais bien avoir plus de liberté. C'est évident que c'est pas. Je ne crois pas que ce soit pour l'instant leur première préoccupation, très honnêtement, mais quand bien même ça serait leur première préoccupation, c'est des interviews sous contrainte, et donc on voit dans les regards. Vous savez, quand vous interviewez quelqu'un et qui vous répond de façon contrainte en vous disant « je suis très bien, je suis très heureux et je peux accéder à Internet quand je veux », on voit bien que dans son regard, il vous raconte des carabistouilles. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On ne va pas mettre la vie de ces gens en péril pour simplement pouvoir avoir la gloire d'écrire « j'ai rencontré machin qui m'a dit je suis mal » et pour qu'il finisse en prison. C'est absurde, quoi. Ça ne marcherait pas. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire et nous sommes en compagnie de Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique et responsable du secteur Asie. Alors donc vous étiez toutes désignées pour vous occuper de la coordination de ce fameux numéro spécial Manière de voir sur Corée au pluriel, enfin la paix. Alors enfin la paix, point d'interrogation. Vous avez fait l'éditorial. Pourquoi, point d'interrogation, à enfin la paix? Parce que je crois on va commencer par enfin la paix. C'est-à-dire que pour la première fois depuis 1953, les États-Unis et la Corée du Nord, le patron des États-Unis et les patrons de la Corée du Nord se sont rencontrés, se sont serrés la main. C'est historiquement quelque chose de totalement inédit depuis 1953. Pour vos lecteurs, il faut savoir que donc la Corée, la péninsule coréenne, c'est-à-dire le nord et le sud, qui n'existaient pas en tant que nord et sud avant, mais donc ont été occupés à partir de 1905 par le Japon. Ça a été une colonisation extrêmement difficile, extrêmement violente. Les Coréens ont été obligés de changer leur nom, fallait écrire leur nom en japonais, ils ne pouvaient pas faire d'études, ou plutôt les études étaient très contraintes. Bref, c'était une occupation très violente. Qui reste encore dans les mémoires, avec notamment les femmes de réconfort, etc. Absolument, ce qu'on appelle les femmes de réconfort, c'est-à-dire quelle expression, oui, avec des guillemets, quelle expression. C'était les femmes qui étaient jeunes femmes coréennes qui ont été kidnappées par les militaires japonais et l'administration japonaise et qui servaient de prostituées pour les soldats japonais. Donc ça a été l'horreur pour un nombre des femmes et
longtemps, le Japon a nié ce phénomène, puis il l'a un peu reconnu. Il y a eu un accord signé par Madame Park, qui est l'ancienne présidente de la Corée du Sud. Je crois que c'était en 2017. Oui, c'était 2017. Qui semblait dire bon voilà, maintenant on va plus en parler, ça va, ça suffit, on reconnaît, on s'excuse et basta, grosso modo. Et évidemment les femmes concernées, il en reste plus beaucoup, mais les femmes qui sont encore vivantes et leurs familles ont évidemment, et tous les progressistes sud-coréens ont évidemment protesté en disant on peut pas tourner la page sans qu'il y ait une vraie condamnation, une vraie reconnaissance, un vrai travail fait là-dessus, d'autant que le Premier ministre japonais, M. Abe Shinzo, est un nationaliste qui a tendance à nier la colonisation et les dégâts de la colonisation en Corée. Je reviens donc en 1905, donc l'occupation, jusqu'en 1945. En 1945, les Coréens se disent « Ouf, on va être libérés », simplement on entre dans la guerre froide. Les Russes libèrent la partie nord, les Américains et les Alliés libèrent la partie sud. Ça aurait pu s'en tenir là et on décide que ça sera comme ça jusqu'à ce que la Corée soit en mesure, entre guillemets, de retrouver complètement son indépendance, un peu comme ça a été le cas pour l'Allemagne, par exemple, ou même pour le Japon. C'était naturellement compté sans le développement de la guerre froide. Les historiens débattent pour savoir si c'est la Corée du Nord qui a attaqué le Sud ou si c'est la Corée du Sud qui a attaqué le Nord, peu importe. Là, il y a une guerre qui s'est déclenchée entre le Nord et le Sud. Le Nord, les gens du Nord sont descendus quasiment jusqu'à Pusan, jusqu'en bas de la Corée du Sud, de la péninsule. Et puis, il y a eu une coalition militaire sous mandat de l'ONU. ONU, à l'époque, il n'y avait ni la Chine, évidemment, ni l'Union soviétique qui ne voulait pas être siégée à l'ONU à cette époque. Bref, la coalition onusienne a repoussé les forces du Nord vers le Nord. Dans cette coalition, il y avait la France aussi. Dans cette coalition, il y avait la France, qui est, je rappelle, aujourd'hui encore un des rares pays européens, le deuxième pays européen à ne pas reconnaître la Corée du Nord, alors que tous les autres, sauf la Lettonie, ont reconnu la Corée du Nord. Donc il y a eu repoussé les forces de l'ONU, essentiellement américaines, mais avec la France et d'autres, ont repoussé les Coréens du Nord un peu plus au nord, quasiment à la frontière chinoise. Les Chinois de Mao, voyant les Américains à leur frontière, ont eu très peur, donc ont mis leurs forces dans la bataille, c'est le cas de le dire, militaire, énormément de forces militaires, et donc ils sont arrivés, ils ont repoussé les assaillants de la coalition de l'ONU et du sud, de la Corée du Sud, et ils se sont retrouvés tous à la même position qu'avant le déclenchement de la guerre, au 58e parallèle. Et là, il y a eu pas un traité de paix du tout, il y a eu une armistice signé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En Corée du Sud, à cette époque-là, c'était une dictature imposée par les Américains. En Corée du Nord, c'était un peu plus démocratique au démarrage, mais ça a vite tourné aussi au régime autoritaire. Et la position a été figée depuis 1953. Voilà. Donc, depuis 1953, chacun vit de son côté, notamment avec la période de la guerre froide. Quand en 1991 l'Union soviétique s'effondre, la Corée du Nord se dit qu'elle va être quand même un peu isolée parce qu'elle était très très liée à l'Union soviétique. Elle se dit qu'il faudrait quand même qu'on négocie avec les Américains et qu'on arrive à négocier. Et donc à cette époque, il y a eu un premier pourparler avec les Américains, mais qui ont échoué. Et en gros, de 91 à aujourd'hui, il y a eu des tentatives permanentes de la Corée du Nord de négocier avec les Américains, qui a toujours reçu un non ferme et définitif.
Et dans le même temps, la Corée du Nord a multiplié les essais nucléaires, s'est dotée de la bombe. À un moment donné, il y a eu un moratoire. Je raconte un peu vite, mais c'est un peu ça. Il y a eu un moratoire. Bref, il y a eu plusieurs négociations mais l'engrenage de la bombe nucléaire du côté nord-coréen n'a jamais été arrêté. La Corée du Nord estimant que avoir une bombe atomique d'une part et d'autre part des missiles de longue portée pouvant atteindre le sol américain était leur garantie de survie. Ils avaient peur de connaître ce qu'a connu Saddam Hussein en Irak, c'est-à-dire être rejeté, battu par les Américains, assassiné par les Américains, ou la Libye. Ah oui. Où c'est pareil, ça c'est une intervention occidentale, notamment française, mais qui a abouti à la mort de Kadhafi, donc et au changement de régime. Donc la Corée du Nord a toujours considéré qu'il fallait qu'elle ait le moyen. Elle estimait ne pas pouvoir compter sur l'Union soviétique à l'époque soviétique, mais quand même, et encore moins sur les Russes après. Et puis sur la Chine, elle est quand même assez méfiante avec son voisin chinois. Donc elle a fait du nucléaire, de l'arme nucléaire, son assurance vie et un moyen de chantage, son assurance vie, un moyen de chantage. Donc, pour revenir à pourquoi enfin la paix, depuis les Jeux Olympiques de 2018, il y a d'abord des rencontres avec la Corée du Sud, avec le Moon Jae-in, qui est le président sud-coréen, qui lui veut absolument la paix. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Et puis cette rencontre avec Trump à Singapour, qui est une rencontre effectivement historique. Alors là, on se dit, il y a un processus qui se met en place, peut-être pour la paix, pour arriver enfin à un traité de paix et des développements. Mais bien entendu, Singapour, c'est une poignée de main, point final. Pratiquement seulement une poignée de main. Symbolique, important, parce que quand même, les symboles dans la diplomatie, je crois que les symboles ont vraiment une importance encore plus grande que dans le reste de la vie. La Corée du Nord a quand même démantelé un de ses sites d'essais nucléaires et d'essais de missiles dans la foulée. Et puis, il y avait cette deuxième rencontre dont tout le monde attendait beaucoup, qui était la rencontre à Hanoï, au Vietnam, où ça devait être la deuxième rencontre avec, on espérait, au moins un document entre les Américains et la Corée du Nord. Ça n'a pas été le cas. C'est en 2019. Et ça, c'était au mois de février-mars. Oui, février, je me souviens. Voilà. Oui. Donc, tout ça pour dire qu'il y a enfin la paix. Mais pourquoi un point d'interrogation ? Eh bien, on le voit lors de la rencontre à Hanoï entre M. Trump et Kim Jong-un, où il y a eu des discussions, mais la rencontre a tourné court, même s'il faut quand même prendre à sa juste dimension l'idée que les deux, que ce soit Trump, dont on connaît sa capacité à s'emporter régulièrement, ou que ce soit Kim Jong-un, dont on connaît aussi sa capacité à multiplier les provocations, ni l'un ni l'autre n'ont été dans la provocation. L'un comme l'autre ont dit les négociations ne sont pas rompues, la discussion n'est pas rompue. Là, on n'a pas abouti, mais ça sera, comme dirait M. Trump, pour un plus grand accord plus tard. Et on peut espérer que ce sera un accord plus tard. Mais le point d'interrogation vient du fait que c'est un processus qui sera long. Évidemment, on ne passe pas de 50 ans, de 60 ans d'hostilité forte, pour ne pas dire autre chose, à entendons-nous Folleville, et on s'embrasse et tout. Donc ça sera long, il y aura, à mon avis, des retours en arrière, des sinuosités. Mais je crois qu'on est effectivement sur le chemin de la paix. Mais ce n'est pas encore fait. D'où mon point d'interrogation.
Merci d'écouter l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous poursuivons maintenant notre entretien du 8 avril 2019 avec Martine Bullard, journaliste au Monde diplomatique. C'est elle qui a coordonné le numéro Manière de voir du Monde diplomatique, donc Corée au pluriel, enfin la paix, point d'interrogation. Et c'est elle aussi qui a écrit l'éditorial de ce numéro. Alors justement, vous donnez comme titre à votre éditorial « Ruse de l'histoire ». Alors ruse de l'histoire, est-ce que ça veut dire aussi ce rapprochement un peu entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Alors que les États-Unis, normalement, sont présents en Corée du Sud et que la Corée du Sud a largement aussi exploité tout ce qu'elle pouvait des États-Unis. Absolument. Oui, c'est exactement pour ça que j'ai parlé de ruse de l'histoire. D'abord parce qu'on présente Trump comme l'homme irresponsable, capable du pire, etc., etc. Et là, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme qui a dit il faut faire la paix avec la Corée du Nord. Pour des raisons internes, mais le fait est que c'est comme ça, donc c'est quand même un sacré retournement. Et puis effectivement, du côté sud-coréen, alors la Corée du Sud a été l'une des grandes actrices de ce rapprochement entre le Nord et les États-Unis. Moon Jae-in, qui est le président de la Corée du Sud, a vraiment envie d'un accord. D'abord parce qu'il a été présent quand il y a eu des accords. Il était jeune à cette époque, mais il était jeune chef de cabinet du président sud-coréen qui avait commencé à nouer des rapports assez... Le rayon du soleil. Le rayon du soleil, oui c'est ça, le rayon du soleil. Et donc il a vu comment ça avait capoté en raison des États-Unis, à cause des États-Unis. Donc il essaie de mettre en place tout un système de façon à ce que le processus soit irréversible. Et du coup, c'est alors que la population au démarrage était plutôt le régime sud-coréen, et la population était plutôt anticommuniste, anti-Corée du Nord. Il faut dire que c'est deux peuples qui ont eu la guerre entre eux, quand même, c'est une guerre civile. Donc c'était vraiment un sentiment assez fort. On pouvait être condamné jusqu'à récemment en Corée du Sud pour amitié avec la Corée du Nord. Donc ça reste très prégnant dans la population. Et c'est pourtant cette population et ce président-là qui vont être l'une des chevilles ouvrières d'un accord allant vers la paix, pour parler très très vite. Moon Jae-in en a besoin parce qu'il espère aussi, de façon beaucoup moins noble que le processus de paix, pouvoir tirer parti de la main-d'œuvre nord-coréenne qui est docile, qualifiée. C'est un des rares pays où on est pauvre, mais 90%, même 99% de la population sait lire et écrire. Ce qui est quand même un avantage avec les technologies modernes, et qu'il espère utiliser la main-d'œuvre un peu comme l'Allemagne utilise la main-d'œuvre de la Roumanie, pour parler très très vite, c'est-à-dire pour fabriquer pas cher. Mais reconnaissons qu'il vraiment, il se démène pour que ce processus de paix aille jusqu'au bout, quoi. Oui, parce que justement, avant la poignée de main avec le président des États-Unis, il y a eu aussi la poignée de main avec lui, enfin entre les deux présidents, sur la ligne de démarcation. Absolument, cette ligne de démarcation, on a tous vu, je crois maintenant, les photos, mais c'est absolument, la première fois que j'avais vu ça, c'était absolument, on a l'impression d'un film à Hollywood, parce que c'est deux baraques de chaque côté, avec le toit bleu, avec d'un côté un grand immeuble qui est la Corée du Nord, et de l'autre côté un grand immeuble qui est Corée du Sud, et tout ça de la largeur d'une rue, à peine, enfin, une grande rue, disons l'avenue des Champs-Élysées, quoi, mais c'est pas plus grand. Donc, avec des policiers, des militaires qui étaient en face, du côté Corée du Nord, Anjou, et l'autre pareil, c'était absolument invraisemblable. Et donc, pour la première fois, effectivement, les deux présidents ont franchi cette petite barre, cette petite frontière symbolique qui fait quelques mètres. Ils l'ont franchi ensemble en rigolant.
avec grand sourire, avec une certaine mise en scène évidemment, mais c'était quand même une symbolique extrêmement forte. Et auparavant, il y avait eu le moment des Jeux Olympiques d'hiver. Il y avait eu, grâce à la proposition de Moon Jae-in qui avait invité donc la Corée du Nord à participer aux Jeux Olympiques. D'une part, donc il y a eu la réponse positive de Kim Jong-un, et deuxièmement, il y a une équipe comment ça s'appelle ce sport ? Non, le sport de glace, de hockey. Une équipe commune de hockey, ce qui, du côté sud-coréen, avait eu beaucoup de mal à passer, parce que l'équipe de hockey et les sportifs s'étaient entraînés depuis des années pour être présents aux Jeux Olympiques et gagner quand même les Jeux Olympiques. Ils ont été obligés de faire une équipe commune avec les Coréens du Nord. Donc quelques-uns de gens que je connais avaient quand même ça avait beaucoup de mal à passer. Mais comme ça a été après dans le cadre d'un processus, la population qui était un peu hostile au début, avec quelques manifestations quand même à la veille des JO, après les JO et encore plus après la poignée de main à Panmunjom, là au moment de la frontière, sur le bord de la frontière, la population a vraiment approuvé à 80% la politique de Moon Jae-in sans aucune difficulté. Et puis du côté Corée du Nord, il y a une volonté réelle de développer son pays et de développer la population, c'est-à-dire d'aider à ce que la population accède à une consommation normale. Et c'est une vraie préoccupation chez Kim Jong-un. On peut pas lui faire le procès de pas vouloir faire. Donc lui aussi a intérêt à un traité de paix et a intérêt à notamment un traité de paix parce qu'il espère avoir des investissements étrangers qui viendraient en Corée du Nord et qui ne seront pas que des investissements chinois. Parce que 90% du commerce actuellement se fait avec la Chine. Or, la Corée du Nord et la Chine, on les présente quelquefois comme des amis indéfectibles, etc. C'est des amis de raison, parce que la Corée du Nord se dit que sans la Chine, ils sont quand même un peu isolés, et la Chine se dit, je peux avoir des Américains à ma frontière, mais c'est à peu près les seuls liens raisonnables qu'ils ont. Ils se détestent quand même globalement, et donc les Coréens du Nord voudraient diversifier leurs approvisionnements, diversifier leurs investissements, et ne pas avoir à compter que sur la Chine. Donc, les États-Unis, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont des intérêts convergents. Ça explique que chacun essaie quand même de faire le maximum. Au lendemain de la guerre, au lendemain de 1953, la Corée du Nord est la partie la plus dynamique de la Corée. C'est la partie industrielle, c'est la partie la plus développée, c'est la partie où il y a des grandes unités ouvrières, donc qui étaient avec cette culture ouvrière qu'on a connue un peu dans les banlieues françaises, d'une certaine manière. Donc il y avait un certain attrait quand même pour la Corée du Nord d'une partie des intellectuels de Corée du Nord, de Corée du Sud. Alors qu'à cette époque-là, la Corée du Sud était un pays plus pauvre, et que c'était une vraie dictature avec des centaines des milliers de morts, des milliers de morts sous la dictature, de répression, etc. Donc c'est un peu ce drame de la Corée, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas tout blanc, tout noir, avec les méchants au nord, les bons au sud. C'est que ça a été une histoire douloureuse pour toute la population coréenne du Nord et du Sud, et qu'il y a eu des attractions et des répulsions un peu des allers-retours, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il y a d'autres écrivains, Wang Soyong, qui est un écrivain qui, dans le Manière de voir, on a publié une de ses nouvelles qu'il avait écrite pour Le Monde diplomatique, mais il a été en Corée du Nord lors d'un congrès des écrivains, et il n'a pas pu rentrer en Corée du Sud. Il n'a pu rentrer en Corée du Sud que 15 ans plus tard. Alors lui, il n'est pas resté en Corée du Nord, il est allé aux États-Unis. Mais voilà, c'était un peu la situation de cette population qui a été mise dans des conditions épouvantables. En grande partie par les dirigeants politiques de ces pays, et en grande partie en raison de la guerre froide. Alors, les personnes de Corée du Nord qui viennent travailler en Corée du Sud, ça vous allez l'évoquer rapidement dans les conditions dans lesquelles ils sont reçus. Et puis, il y a un film dont on avait parlé justement dans notre petite revue, Madame B,
qui est du réalisateur Jeroen Youn, étudiant qui était opposé à Madame Park et qui justement a suivi clandestinement cette personne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et montrant après comment elle avait eu du mal d'ailleurs à s'intégrer dans la Corée du Sud. Et là, vous parlez de quand ces personnes arrivent en Corée du Sud, donc, purger les esprits, remplir les têtes. Alors il s'agit justement de les adapter au système capitaliste de la Corée du Sud. Absolument. Je suis allé dans cette école, quand j'étais en Corée du Sud, je suis allé dans cette école, visiter cette école, qui pour moi était quand même un grand mystère. Effectivement, d'abord, pour arriver en Corée du Sud, c'est quand même très très compliqué. C'est très compliqué, il passe par la Chine, le Vietnam, enfin, c'est vraiment très très dur, et souvent les populations qui arrivent, les gens qui y arrivent sont vraiment dans des conditions extrêmement périlleuses du point de vue de leur santé, du point de vue de leur équilibre mental, etc. Parce qu'ils ont vécu des choses épouvantables, des viols pour les femmes, enfin les enfants dans des conditions épouvantables. Enfin vraiment, ils ont vécu des choses extrêmement importantes. Et la principale vocation de cette école, d'abord et quand même, quand ils arrivent, est de les soigner. Ce qui est plutôt positif. Ça, c'est le côté positif de cette école. Quand vous arrivez, d'ailleurs, on n'appelle pas ça des réfugiés, ils appellent ça des transfuges. C'est tout un programme d'appeler ça des transfuges, parce que c'est un peu c'est comme les transfuges à l'époque soviétique. C'est un petit parfum de guerre froide absolument terrible. Donc, tous ceux qui arrivent passent obligatoirement par cette école. D'abord, ils passent par les services secrets. Ils peuvent y rester, ce que je n'ai pas visité, ce centre des services secrets, ils peuvent y rester jusqu'à 3 mois. Là, c'est extrêmement dur, parce que c'est des interrogatoires, visiblement, c'est très dur. Même les profs de l'école qui parlaient pas beaucoup, parce qu'ils étaient quand même soumis, là aussi, c'était côté sud, mais c'était avec un commissaire politique côté sud, si je puis dire. Même les profs de l'école qui défendaient cette école disaient que ce passage dans le service secret était extrêmement dur. Il y a 2 raisons à ça. La première mise en avant, c'est de dire mais il faut bien qu'on vérifie que ce ne sont pas des espions qui vont tuer les autres, ce qui est tout à fait vrai, hein, il n'y a pas de mot à doute. C'est aussi qu'ils veulent obtenir des renseignements, qu'ils veulent avoir des choses, et que visiblement c'est quand même assez serré comme interrogatoire. Une fois qu'ils sont passés par ce sas-là, ils arrivent donc à cette école, qui est une seule école, qui est l'école pour la réunification. Et là, ils sont soignés, ça c'est objectivement vrai, et puis après ils ont des cours. Et ils ont des cours de capitalisme. C'est comme ça que il n'y a pas d'autre mot, parce que j'ai essayé de discuter avec les profs qui nous ont fait la présentation des cours. Donc vous avez à apprendre la théorie de la valeur, version capitaliste. Vous apprenez l'histoire, version Corée du Sud, c'est-à-dire la guerre de 53, version Corée du Sud, c'est-à-dire l'agression vient du Nord. C'était des dictateurs méchants qui ont torturé. Au Nord, ils avaient appris exactement l'inverse, parce qu'ils sont aussi caricaturaux l'un que l'autre. Donc ils apprennent ça, et puis ils apprennent à gérer un budget, ils apprennent à aller faire leurs courses, ils apprennent à se vendre, comme me disait un des profs qui était là. Ils apprennent à se vendre parce qu'ils ne savent pas se vendre dans les entreprises. Ils apprennent ce qu'on apprend dans les écoles de management ici, mais version hard, si je puis dire, c'est-à-dire assez violente, assez directe. Au moins, ils ne mettent pas de... Et ils ont tendance à penser quand même que les Nord-Coréens qui arrivent là, les transfuges, comme ils disent, sont quand même des gens ignares, pas très futés, alors qu'on a des ingénieurs, des femmes très qualifiées qui arrivent là. Et il faut quand même un certain package, si je puis dire, pour pouvoir arriver à traverser, pour exactement avoir le projet de partir, etc. Et donc, ils leur apprennent effectivement à se vendre. Alors, quand je leur pose la question en disant, et les syndicats, est-ce que vous en parlez
Mais oui, madame, nous parlons de toutes les lois, mais les réfugiés que j'ai rencontrés après dans la vraie vie, qui étaient sortis de ce système et qui travaillaient, disaient qu'effectivement c'était du bourrage de crâne assez direct. Ça, c'est la première chose. Et après, l'autre difficulté, c'est qu'ils ne trouvent pas la place. On pourrait croire que comme ils sont coréens, c'est plus facile pour eux que n'importe quel autre immigré de trouver leur place dans la société. Pas du tout. D'abord, ils ont un accent, ils sont repérables. Moi, je les repère pas, mais les Coréens les repèrent. Ils ont un accent, ils ont effectivement pas tout à fait les mêmes références, ce qui fait qu'ils ont quand même les boulots les moins intéressants. Quand même, quand ils sont très qualifiés, il faut qu'ils refassent tout leur cursus universitaire. C'est des conditions extrêmement difficiles pour les Coréens du Nord ils sont pas accueillis comme des frères. C'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment, et ils le ressentent comme ça. Moi, c'était très difficile de les rencontrer parce que beaucoup sont arrivés par des organisations religieuses et il était assez difficile de les rencontrer, mais j'avais réussi à rencontrer deux hommes qui étaient arrivés, qui étaient au même endroit au même moment, un qui était ouvrier et l'autre qui était ingénieur, je crois, et ce qu'ils racontaient était assez terrible, quoi. Aucun d'entre eux, soyons bien clairs, n'avait envie de retourner au Nord. Même en vivant plus difficilement ici, ils n'avaient pas envie de retourner au Nord, mais ils s'attendaient à avoir un accueil de la part des frères coréens meilleur que celui qu'ils ont obtenu en général. D'ailleurs, il y a eu plusieurs articles dans la presse dénonçant un peu le racisme anti-nord-coréen au sein même des collectifs de travail. Et c'est incontestable. Vous êtes à l'écoute de l'enregistrement que Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique, nous a accordé pour l'émission Civis Pacem le 8 avril 2019. Et nous parlons du numéro de Manière de voir intitulé Corée au pluriel, enfin la paix. Point d'interrogation. Vous avez évoqué la religion. J'ai cru apprendre que c'était le pays le plus athée de toute l'Asie, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a à peu près que 40% de la population qui suit une religion en Corée du Sud, ce qui m'a un peu étonné, mais que par contre les évangélistes étaient quelque chose d'extrêmement puissant et dangereux. Dangereux, je sais pas, mais puissant, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand on arrive à Séoul, la première chose, en avion, la première chose qu'on voit, c'est les énormes croix sur les immeubles. Qui restent éclairées toute la nuit. Qui restent éclairées toute la nuit, qui sont extrêmement puissantes. Et effectivement, d'abord, ils reçoivent beaucoup d'argent. Et des fidèles et des gouvernements, voire d'autres. Dans la bataille contre la Corée du Nord, ce sont les plus virulents, incontestablement, et ils sont pas naturellement, mais ils se retrouvent du côté de la droite sud-coréenne, et notamment ils ont été du côté de la dictature, et ils sont du côté de Madame Park, l'ancienne présidente qui a été destituée et mise en prison pour corruption. Après plusieurs manifestations. Après une manifestation superbe de la population sud-coréenne, comme quoi manifestation des bougies, je crois. C'est ça, exactement. La manifestation des bougies, comme quoi, qui était celle des jeunes et des travailleurs.
des jeunes d'abord, et puis qui s'est étendu à une grande partie de la population et aux paysans, parce que ils se battaient à ce moment-là contre l'accord de libre-échange avec notamment les États-Unis et l'arrivée notamment de bœufs américains. Tout ça a fait un ensemble ils se sont battus avec vraiment beaucoup de courage, avec persévérance, qui sont là aussi, c'est un peu comme les Gilets jaunes, ils sont revenus plusieurs fois le soir, les samedis, avec leurs bougies sur la place devant l'hôtel de ville de Séoul. Ils sont vraiment mené une grande bataille et ils ont obtenu la destitution de Madame Park, qui était à la fois corrompue, qui avait dressé des listes noires d'écrivains, d'artistes, etc., qu'il fallait lockouter. Enfin, c'était vraiment qui voulait réécrire complètement l'histoire pour réhabiliter la dictature. Enfin, vraiment, il y a eu un long processus. Et je vous parlais de Madame Park parce que... Elle a autorisé aussi, je crois, les Américains à installer des missiles. Elle avait aussi accepté, effectivement, l'installation des missiles antimissiles, enfin du système antimissile, sur le sol sud-coréen, puisque il y a 28 000 troupes américaines toujours sur le sol sud-coréen. C'est la deuxième base américaine après celle qui est au Japon. Donc les Américains restent très présents sur le territoire sud-coréen, et en plus ils avaient ils ont installé d'ailleurs un système antimissile que Madame Park avait accepté, qu'elle avait commencé à déployer aider à déployer quand elle a été destituée et mise en prison, après un procès tout à fait légal d'ailleurs. Le président Moon Jae-in, dont je parlais tout à l'heure, avait d'abord dit non. Et puis, quand la Corée du Nord a envoyé une série de missiles en 2017, évidemment, il a été contraint d'accepter la première phase du déploiement du système antimissile, ce qui prouve que pour la Corée du Nord, les tests de missiles et les tests bombes nucléaires, il y a peut-être une garantie, une assurance vie du régime, mais en tout cas, ça a des conséquences extrêmement négatives pour le Japon et pour la région, pour la Corée du Sud et pour la région. Donc ces évangélistes, pour revenir à eux, qui ont défendu Madame Park, sont très liés aux Américains, à la droite américaine, et vraiment sont contre l'accord entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et c'est eux qui mènent la bataille certainement la plus forte et la plus importante, y compris avec les moyens. Ils ont d'énormes moyens pour mener bataille contre cet accord entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, effectivement. Alors, ils ne sont pas très appréciés par les étudiants et par les gens de gauche en Corée du Sud. Alors, juste encore un sujet important, parce que tout le monde connaît en Occident le Samsung, les grandes firmes internationales sud-coréennes. Et là, vous avez un article très intéressant justement pour les travailleurs dans ces grandes compagnies qui sont maltraités, on peut dire, sous-traitants, de sous-traitants. Absolument. Mais là aussi, c'est un reportage que j'ai fait il y a quelques années à Séoul, à Séoul et au sud de la Corée du Sud, au sud de la Corée du Sud, et c'était presque aussi difficile d'une certaine manière que de faire un reportage en Corée du Nord, parce que la direction de la Corée de Samsung a refusé toute rencontre. Visiter une usine est totalement impossible. Je suis allé quand on rencontrait les travailleurs, les travailleuses de Samsung, il fallait, quand c'était des employés, il fallait attendre le soir et aller dans les cafés, dans les petits restaurants aux alentours, parce que de la grande zone industrielle, pour les rencontrer. J'ai rencontré des salariés qui étaient sanctionnés, parce qu'il n'y a pas le droit d'y avoir des syndicats hors syndicats officiels chez Samsung. Alors officiellement vous avez le droit, mais dans la pratique c'est impossible. Et quand je les ai rencontrés dans une ville à
1h30 de train de Séoul. Et quand on les a rencontrés, on est allé dans un endroit complètement reculé. J'ai pas pris de photos. Je voulais pas que je prenne de photos, en me disant si vous prenez des photos, nous, avec nous ouvriers, ingénieurs, cadres, si on nous voit discuter de Samsung avec une journaliste étrangère, on est sûr qu'on sera viré, voire même avoir un procès qu'on perdra au pénal. Donc ça vous dit un peu les difficultés qu'on a eu à rencontrer la population salariée de Samsung. Et cela dit, c'est quand même une entreprise où les salaires sont les plus élevés. Donc, pour une partie des gens, être chez Samsung, des jeunes, être chez Samsung, c'est quand même arrivé, c'est quand même une vraie promotion, c'est une vraie promotion. Ils peuvent, quand vous êtes jeune ingénieur ou jeune technicien ou jeune cadre, ils peuvent vous emmener vous former en pleine campagne dans les écoles de Samsung sans avoir de contact avec votre famille pendant 2 mois. Ils travaillent, les jeunes femmes qu'on a rencontrées, alors elles c'était des jeunes ouvrières qui travaillaient, qui formaient les puces, qui fabriquaient les puces pour les iPhones. Ils travaillent dans des conditions, apparemment, quand vous regardez les photos officielles de Samsung, c'est propre, c'est bien, c'est beau, c'est formidable, on a l'impression qu'on est dans l'industrie du futur. Quand vous discutez avec ces jeunes femmes, elles ont des cadences tellement fortes que les systèmes de sécurité, elles les débranchent. Il y a de nombreux cancers liés aux produits qu'elles utilisent dans ces branches-là, pour la fabrication de ces puces. Cancer répertorié par des associations de médecins qui se battent justement pour qu'il y ait un système de sécurité réel et qui soit pris en compte vraiment dans la vraie vie sur la production. Et puis c'est des jeunes femmes qui sont recrutées parce que ça va vite, que c'est quand même un travail difficile, donc elles sont recrutées dans les campagnes pendant les écoles, enfin à la fin juste des études, les représentants de Samsung qu'on a rencontrés vont dans les écoles, au niveau du bac, hein, et là on dit si vous venez travailler à Séoul, dans le banlieue de Séoul, vous aurez tel salaire, tel machin, etc. Donc ça attire beaucoup de jeunes filles notamment. Jeunes hommes aussi, mais c'est beaucoup de jeunes filles parce qu'elles ont les petites mains et c'est plus pratique. Hein. Elles sont dans des dortoirs. Donc elles ont le droit de sortir, mais il faut qu'elles rentrent à 22h. Si elles rentrent plus tard, elles sont pénalisées, donc elles doivent faire une bonne action pour pouvoir effacer un peu leurs fautes. C'est des conditions d'un autre âge, quoi. C'est vraiment les conditions, ils essaient malgré tout, malgré ces conditions-là, ils essaient de mettre en place des syndicats. Mais là aussi, j'ai rencontré, je sais pas parce que le papier est un peu plus court que ce que j'avais publié dans le Monde diplomatique, mais donc je sais pas si c'est encore dans l'article, mais il y a des hommes qui avaient essayé dans une des sociétés Samsung de créer un syndicat. Ils ont été enlevés, on les a pas vus pendant 8 jours, ils avaient été enlevés dans une forêt, avec un truc inimaginable dans un pays démocratique, normal, où on n'imagine pas, les travailleurs de chez Renault se faire enlever, emmener dans la forêt de Fontainebleau, jusqu'à ce qu'ils renoncent à créer le syndicat avec pression sur la famille. C'est vraiment des choses très documentées. Enfin là, c'est pas des histoires qu'on m'a racontées, c'est des choses vraiment très documentées, et c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Et en même temps, comme je vous le disais, ça fait quand même rêver les salariés parce que c'est quelque chose c'est bien payé, c'est une renommée. Quand on travaille chez Samsung, c'est comme quand on travaillait chez Renault dans les années 50 ou 60. Voilà, donc effectivement, les gens qui refusent d'y aller, j'en ai rencontré quelques-uns me disant on a essayé puis j'ai pas fait parce que notamment j'ai rencontré un ingénieur qui m'a dit non, c'était pas possible, je pouvais pas. Mais il me racontait que ses amis et ses parents, quand il a dit je ne vais pas chez Samsung parce que non, je veux pas vivre comme ça, étaient complètement
éberlué qu'il puisse refuser ce qu'il considérait comme une place en or. Et alors justement, je crois que ça continue, parce que j'ai lu dernièrement, dans janvier 2019, dans l'Humanité, en Corée du Sud, les nouilles de la révolte. Alors là, c'est encore un reportage sur un ouvrier, c'est quelqu'un qui était très diplômé, qu'on a employé comme ouvrier sans lui donner les consignes qu'il fallait, et qui est mort sur une machine qui l'a broyé. Bon, et là, il paraît que ça a suscité une révolte maintenant chez les gens. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que quand même ils prennent conscience de ces conditions de travail extrêmement dures, et qu'ils ont tendance quand même maintenant un peu à se révolter, si on peut dire. Il arrive qu'il y ait des révoltes, y compris chez Samsung, parce que moi, chez Samsung, je veux dire, la répression est à la hauteur de la révolte, si je puis dire. Hein. Donc, non, il arrive qu'il y ait des révoltes. On a parlé de la manifestation des bougies, qui étaient aussi des salariés des entreprises. Hein. Donc, heureusement, il y a des révoltes. Mais ça reste quand même marginal dans une entreprise comme Samsung, encore une fois, parce que c'est quand même le summum de l'entreprise. Autrement, il y a des grandes grèves. Hein. Il y a eu des grandes grèves sur les Dockers, il y a des grandes grèves chez Hyundai. On a notamment dans les ports et dans les chantiers navals de Hyundai, dans l'industrie automobile aussi. Hein. Mais ils ont une façon aussi pour quand ils ont à faire face à des grandes grèves comme ça ou des grandes grèves comme ça, ils font appel aux sous-traitants, c'est-à-dire qu'ils mettent y compris des sous-traitants qui sont dans la même entreprise. Ça serait comme des intérimaires pour nous. Comme des jeunes. Comme des jeunes intérimaires qu'on mettrait là, comme des jaunes, effectivement. On les appelait comme ça à une certaine époque. Absolument. Et donc, évidemment, eux, ils ont pas de garantie, s'ils travaillent pas, ils sont pas payés, donc ils ont tendance à être moins violents. Non, mais fort heureusement, il y a des batailles, et fort heureusement, il y a un progrès social, hein, qui avance tant bien que mal. Mais c'est quand même, pour une firme qui se dit ultra moderne comme Samsung, c'est quand même des conditions de travail d'un autre âge. Alors, dernière chose, peut-être juste un petit point sur l'actualité. Là, j'ai essayé de consulter au mois de mars 2019 ce qui se passait en Corée du Sud et en Corée du Nord. Alors, j'ai vu que le 13 mars 2019, des exercices militaires qui étaient prévus entre les États-Unis et la Corée du Sud ont été suspendus. Donc, ce serait plutôt, là, on va vers la paix, disons. Mais le 22 mars, nouveau coup de froid. Titre Le Monde sur les relations Nord-Sud. La Corée du Nord retire son personnel du bureau de liaison intercoréen à la suite de nouvelles sanctions contre le transport maritime chinois. Alors là, je crois que c'est les États-Unis pour le transport, pour contrôler ce fameux transport chinois. Est-ce que vraiment, pour que cette réunification ait lieu, il faudrait que les grandes puissances ne s'en occupent plus de la Corée? Ça serait une bonne idée, mais je suis pas sûr qu'il y a à court terme une réunification. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai pas employé parce que je ne crois pas qu'on soit exactement dans le cas de l'Allemagne. Dans le cas de l'Allemagne, les deux côtés de la frontière, on vivait un peu des choses quand même assez proches, le degré de l'écart de développement était quand même assez étroit, etc. Et les deux avaient, même les Allemands de l'Est avaient envie d'aller à l'Ouest, quand même, c'était leur grand rêve. De ce qu'on sait de la Corée du Nord, on va être très très prudent. De ce qu'on sait de la Corée du Nord, pour l'instant, c'est pas le grand rêve de la Corée du Nord. C'est pas non plus le grand rêve de la Corée du Sud d'absorber le Nord. Je pense que dans un premier temps, on va vers une sorte de confédération, avec les deux systèmes qui vont cohabiter. Je me trompe peut-être parce que un an avant la réunification allemande, personne n'aurait dit il va y avoir la réunification allemande. Donc il y aura peut-être la réunification. Mais en tout cas, c'est vrai que on le sent moins dans les têtes qu'on pouvait le sentir à l'Allemagne. Alors, est-ce que ça avance ou est-ce que ça recule ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire depuis la Corée du Nord a
remis son personnel dans le bureau de liaison qui existe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est quand même, ça n'existait pas avant, hein. Donc ça, c'est quand même aussi ce qui a été neuf. Si les grandes puissances, le problème, c'est que la Corée du Nord veut absolument un traité de paix avec les États-Unis. Le traité de paix, l'armistice a été signé par les représentants de la Corée du Sud, les États-Unis et la Corée du Nord. Mais c'est tout. Je suis même pas sûr qu'il y avait la Corée du Sud. Ils veulent absolument un traité de paix avec les États-Unis. Ils ont vraiment peur à l'envahissement par les États-Unis. C'est des fantasmes, mais on ne sait jamais. Il y a une menace. Il y a une menace. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des manœuvres militaires. Moi, j'ai assisté à la télé sud-coréenne, parce que j'étais sur place à ce moment-là, à une année à des exercices communs Corée du Sud et États-Unis. C'était vraiment un déploiement comme s'ils allaient envahir la Corée du Nord, très honnêtement. Donc on peut comprendre qu'ils aient un peu peur. Donc ça serait mieux qu'ils s'en occupent pas, mais en même temps, dans cette région qui est une vraie poudrière, là on revient à un ancien numéro que j'ai fait, mais dans une région où il y a quand même 28 000 hommes en Corée du Sud, je ne sais plus combien, mais plus encore au Japon, américain, au Japon, où il y a Guam, qui est une base américaine, où il y a les Chinois qui arment massivement, les Indiens qui arment beaucoup, le Pakistan, bref, dans cette région qui est tendance à développer son armement, une espèce de course aux armements, où il y a 4 puissances nucléaires de fait maintenant, plus les États-Unis qui sont avec leur flotte et à tout moment capables d'intervenir. Il faut bien que les grandes puissances quand même s'en occupent pour que les deux pays, Corée du Nord, Corée du Sud, tout seuls n'y arriveront pas. Voilà, ça c'est clair. Donc il faut bien, malheureusement, je dirais, que les grandes puissances reviennent à la raison et négocient. Parce que ça ne dépend pas du Nord et du Sud. Il y avait déjà eu un accord entre le Nord et le Sud sans les États-Unis, et ça a capoté. Ça a capoté parce que en Corée du Sud, il y a eu retour de la droite qui est contre l'accord, bien sûr, et aussi parce que les Américains ont fait capoter l'accord. Donc moi, je préférais que pour une fois, on passe par l'ONU et par les grandes puissances, de façon à stabiliser réellement et qu'il y ait des engagements réellement de toutes les puissances intéressées dans la région pour que ça avance vraiment. Nous arrivons à la fin de notre émission Civis Pacem consacrée aux Corées du Nord et du Sud, et aussi à la recherche de la paix. Alors nous remercions particulièrement Martine Bullard, rédactrice en chef adjointe du Monde diplomatique, qui nous a accordé un entretien le 8 avril 2019 pour parler du numéro Manière de voir qu'elle a d'ailleurs coordonné. Alors dans cette émission de radio, nous ne pouvons qu'effleurer, bien sûr, un sujet aussi vaste que la situation conflictuelle de cette péninsule asiatique. Alors c'est pourquoi je vous invite à lire le numéro de janvier 2019 de Manière de voir. Vous y trouverez des articles très documentés, non seulement sur l'histoire et l'actualité des Corées du Nord et du Sud, mais aussi sur la société, la littérature et le cinéma de ces pays. Alors vous pouvez aussi vous procurer les livres de Martine Bullard, que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer dans cette émission. Alors je signale un livre publié en 2008, Chine-Inde, la course du dragon et de l'éléphant. Vous avez reconnu bien sûr le dragon chinois et l'éléphant indien. Martine Bullard nous montre comment l'Inde et la Chine ont été devancées au XVIIIe siècle, mais qu'elles sont en train de prendre leur revanche et de retrouver la place qu'elles avaient naguère perdue. 2009, un autre livre qui s'appelle « L'Occident malade de l'Occident ». Alors là, c'est l'Occident, qui se vit toujours d'ailleurs comme une citadelle assiégée, et Martine Bullard nous dit « De quoi l'Occident est-il malade, sinon de lui-même » Je vous rappelle enfin que nous avons publié d'ailleurs dans le numéro de février 2019 de notre revue de l'Union pacifiste un article intitulé « Corée, le long chemin vers la paix », dans lequel d'ailleurs un jeune cinéaste sud-coréen que j'avais rencontré en Corée m'avait dit
Il faudra peut-être attendre encore une génération pour avoir la paix, mais nous y arriverons. Alors voilà une note d'espoir. Au revoir et à la semaine prochaine.